Bonjour à tous, donc je suis Jeanne Goupil, je travaille dans les hôpitaux universitaires de Seine-Saint-Denis et donc il y a Victoire Delatour qui est avec moi en visio. Et Bonjour donc, à tous. et donc comme l'un ne va pas sans l'autre, après VIH, on va parler tuberculose. On va commencer avec Christian Lienhardt de l'IRD qui va nous parler de tuberculose et multirésistance dans le monde. Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, d'abord, merci de l'invitation. Je suis ravi d'être ici et surtout d'être au temple, dans le temple de ce qui a été une organisation qui a été toujours sur le front le plus avancé de la lutte contre la tuberculose multirésistante. Donc, ce que je vais dire, ce sont des choses que la plupart des gens de Médecins sans frontières connaissent très bien, même parfois mieux que moi. Je vais parler sous leur regard, peut-être lointain ou présent, ça dépend si vous êtes en virtuel ou dans cette salle. Mais ce que je voulais faire surtout, c'était saluer le travail mené par les équipes de MSF dans le cadre de la lutte contre la tuberculose et surtout de la tuberculose multirésistante. Donc on va voir ensemble rapidement la tuberculose dans le monde en 2021, histoire de fixer le cadre. Puis on va se porter sur la tuberculose résistante et les aspects épidémiologiques, puis parler un peu plus particulièrement de la détection et des traitements, en présentant sur le traitement vraiment le cadre général, parce que Lorenzo, qui va parler avec moi, va aller beaucoup plus loin dans le cadre du traitement et des traitements de courte durée. Et là-dessus, nous aurons quelques rapides messages pour conclure. Donc la situation mondiale de la tuberculose, je me fie au rapport mondial de l'OMS qui est publié chaque année. Le dernier rapport 2022 a été publié il y a quelques semaines. On estime à peu près à 10 millions 6 le nombre de nouveaux cas dans le monde, avec une mortalité qui est toujours importante, 1 million et presque 1,5 million de nouveaux cas dans le monde. La tuberculose associée au VIH, on estime à peu près 815 000 nouveaux cas, donc moins d'1 million. C'est un des chiffres qui est en baisse constante, donc ce qui est plutôt bien. Et la tuberculose multirésistante est à 450 000 nouveaux cas estimés dans le monde. C'est une estimation qui est en hausse, on le verra, avec une mortalité importante, puisque environ 182 000 cas ont été portés comme décès. Donc la tuberculose dans le monde se répartit très inégalement, comme vous le savez. Vous avez ici les pays où l'incidence est supérieure à 100 000. Et vous voyez que les pays qui ont de plus forte incidence sont surtout dans la zone intertropicale et subtropicale. Et 5 pays eux-mêmes représentent un peu plus de la moitié des cas, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan et les Philippines. Et si on rajoute les 3 pays d'Afrique avec l'incidence la plus importante, le Nigeria, l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo, on arrive à près de 2/3 des cas de tuberculose dans le monde. Alors, la tuberculose, l'estimation de l'incidence, depuis 2005, on était sur une diminution constante, persistante, faible, moins d'1,4% par an. Pas assez pour pouvoir espérer atteindre des objectifs de la stratégie de l'OMS mettre fin à la tuberculose, NTB Strategy, mais cependant constante. Et on a observé ces dernières années un arrêt de cette chute et une réaugmentation de l'incidence estimée. Et en bas, la courbe en noir, ce sont les cas notifiés, donc rapportés par les pays, qui sont, eux, en augmentation. Alors, tant que l'augmentation augmenté avec une estimation de l'incidence qui diminue, on se disait que la différence entre les cas estimés et les cas rapportés diminuait, donc c'était plutôt bien, c'est-à-dire qu'on en trouvait détecté plus. Maintenant, on peut voir là, et la diapositive suivante le montre beaucoup plus, la diminution du nombre de cas rapportés, et ça, c'était surtout le fait donc de la pandémie de Covid, où on a vu une chute de plus de 18% des cas notifiés, donc rapportés dans le monde, qui s'est un petit peu rattrapée en 2021, mais sans revenir à la situation antécédente. Et 90% de cette chute était dans 5 pays, la Chine, l'Inde, les Philippines, 4 pays, et la Birmanie. La mortalité suit le même pattern, la même tendance, avec une mortalité qui était en constante déclinaison, mais qui a réaugmenté, avec un chiffre estimé à 1,5 million avec l'épidémie de Covid.
Donc maintenant passons à la tuberculose multirésistante. Là aussi une distribution dans le monde qui est extrêmement hétérogène avec certains pays, surtout donc la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan, les Philippines, la Fédération de Russie et l'Afrique du Sud qui représentent à eux-mêmes seuls la plus grande partie des cas de tuberculose multirésistante. Vous voyez de nouveau, on le retrouve dans la même zone d'incidence de la tuberculose mais avec des foyers plus disséminés encore et plus concentré dans certains lieux. Quand on regarde chez qui intervenaient ces nouveaux cas de tuberculose multirésistante, donc soit ils sont chez les cas qui sont nouvellement diagnostiqués, donc nouvellement c'est l'incidence de la tuberculose multirésistante elle-même, soit chez des cas qui ont été déjà traités et chez qui le fait d'avoir été traité plus ou moins bien a contribué probablement à l'émergence de la tuberculose multirésistante, à moins qu'ils aient été eux-mêmes infectés par une souche résistante, mais qui n'avaient pas été diagnostiqués. Donc on l'estime à peu près à 3,6% des nouveaux cas en 2021. Et là, comme vous le voyez, une distribution très hétérogène, mais avec une concentration très importante dans les ex-républiques soviétiques. Pour la tuberculose intervenant chez les cas déjà connus et sous traitement de tuberculose, ce qu'on appelle l'infection, donc l'apparition sur les cas déjà traités, on l'estime à peu près à 18% dans le monde en 2021, là encore avec une grande hétérogénéité, mais avec une concentration importante dans certains pays du sud-est asiatique, quelques pays d'Afrique, la Somalie, le Congo de chaque côté de l'Afrique et les ex-républiques soviétiques. Au regard de la situation des tendances depuis les dernières années, vous le voyez ici depuis 2015, là aussi on notait une diminution constante de la tuberculose multirésistante, mais là encore, avec la pandémie de Covid, on a observé depuis 2 années une réaugmentation. Cette réaugmentation en fait est inégalement répartie dans le monde. Comme vous voyez ici, vous avez les régions de l'OMS. Et ce que vous pouvez voir, c'est que c'est principalement en acide du sud-est et dans la région pacifique que l'augmentation des cas estimés de tuberculose résistante a été la plus importante. Moins importante, mais augmentation quand même dans la région Europe et dans la région de la Méditerranée. Et la région Afrique était la seule où la tendance à la baisse a continué. Sur le plan du diagnostic, donc il y a plusieurs recommandations qui ont été faites par l'OMS. C'est très clair, très strict sur le fait de diagnostiquer. La première, c'est que le test expert ultra est recommandé maintenant de manière initiale pour tout diagnostic de la tuberculose, et donc diagnostic de la tuberculose et de la sensibilité à la rifampicine. Expert ou autre, là j'ai mis sur la diapositive le Trunat de la compagnie Molbio, qui est une compagnie indienne. Donc systématiquement, ça permet d'avoir un diagnostic de la résistance au moment où on fait le diagnostic de la tuberculose elle-même. Ensuite, on recommande des tests rapides moléculaires ou des tests dits line probacé pour trouver les résistances complémentaires, c'est-à-dire en cas de résistance à la rifampicine, savoir s'il y a la résistance à l'isoniazide, ce qui va caractériser la tuberculose multirésistante, ou des résistances additionnelles comme la fluoroquinolone, par exemple, qui va permettre de définir la tuberculose pré-ultra-résistante, pre-XDR-TB. Et de manière générale, on recommande maintenant l'utilisation large de ces line probacées de manière supérieure et plus efficace, plus sensible et spécifique que les tests phénotypiques. Alors, on a mis l'accent depuis ces dernières années sur le fait de pouvoir diagnostiquer la tuberculose multirésistante et le diagnostiquer dès le diagnostic de la tuberculose. Et cette carte représente là encore, avec beaucoup d'hétérogénéité, la capacité à tester la résistance à la rifampicine au moment du diagnostic de la tuberculose, donc l'utilisation des tests d'amplification moléculaire rapide comme le EXPERT ou les similaires. Et là encore, on peut voir l'hétérogénéité avec beaucoup de pays qui ont pris jusqu'à plus de 80% et des poches où on voit qu'on est encore à moins de 40% d'utilisation de ces tests. Donc une différence d'accès dans le monde, une hétérogénéité importante, même si sur le plan mondial, 70% des cas de tuberculose maintenant sont diagnostiqués avec ces tests qui permettent de savoir tout de suite s'il y a une résistance à rifampicine ou pas. Si on regarde dans les régions de l'OMS, on peut voir que ce pourcentage de patients testés dès le début avec une notion de la résistance rifampicine, on voit que ça a très bien augmenté dans le monde de manière graduelle depuis l'an 2000, avec une augmentation dans toutes les régions d'Afrique, mais plus importante encore dans la région de la Méditerranée
le sud-est asiatique et l'océan Pacifique et le Pacifique Ouest. Très important de la région Europe, mais une augmentation importante, mais qui reste malgré tout en décalage au niveau de l'Afrique, avec, on atteint, si je me souviens bien, 60%, j'arrive pas à voir, mais 60% actuellement, alors que c'est 80% dans les autres pays. Une petite baisse en Asie du Sud-Est, notée en 2021. Alors, une fois qu'on a diagnostiqué si la rifampicine, il y a susceptibilité, donc traitement classique, 6 mois du traitement rifampicine, isoniazide, pyrazélamide et ethambutol, ou alors résistance à la rifampicine, donc les nouveaux traitements, donc je vais vous en parler. Et ce qui va permettre de pouvoir mettre en place les traitements, c'est de savoir s'il y a une résistance au quinolone. Donc là, celle-là, on utilise les tests de seconde intention. Là, vous voyez, c'est extrêmement variable, avec des pics. Ça dépend vraiment de l'accès à ces tests et de la capacité qu'on a eu d'amener ces tests les plus près possible des patients. Est-ce qu'on a pu les mettre dans les centres de santé les plus périphériques, en sachant que ce sont des tests plus difficiles à réaliser, plus compliqués, qui demandent une main-d'œuvre spécialisée, etc. Donc le problème d'accès est là très visible sur ces diapositives, parce qu'on voit l'irrégularité et le fait qu'en fait, on n'a pas cette augmentation constante qu'on a pu noter avec le test expert. Et enfin, ce qui va permettre de pouvoir faire la différence entre la tuberculose résistante, multirésistante, donc diagnostic de résistance à la rifampicine et à l'isoniazide. Si en plus on a une résistance au quinolone et en plus à la bédacoline, donc on tombe dans les tuberculoses dites ultra-résistantes. Extensive Drug Resistant TB. Et là, vous voyez, c'est extrêmement peu fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un test qui n'est pas standardisé actuellement. Ça demande encore d'un test phénotypique pour la plupart. Donc, ça se fait dans très très peu d'endroits dans le monde. Donc, on aura toujours ce problème de diagnostic de la tuberculose ultra-résistante. Une chose importante aussi à noter, c'est qu'il y a encore là aussi une différence très importante entre les cas qu'on estime sur les estimations de l'OMS, selon les enquêtes de prévalence répétées, etc., et les cas rapportés par le pays, et qu'il y a une différence entre le nombre de cas rapportés et le nombre de cas mis sous traitement. Donc le nombre de cas rapportés et ceux mis sous traitement, ce sont les deux courbes du bas, la rouge et la bleue. Donc la rouge, c'est ceux qui sont rapportés, et la bleue, c'est ceux qui sont mis sous traitement. Donc, ce que vous voyez, c'est quand même une différence. Si je vois bien là, c'est dans le Pacifique Ouest, où tous les patients qui sont notifiés ne sont pas mis sous traitement. Alors que dans la région européenne et dans la région méditerranée, ces courbes se retrouvent. Non, en région européenne, ça ne se retrouve pas. Donc, il y a un problème d'accès aussi au niveau de la mise sous traitement. Donc une différence entre les gens notifiés, mis sous traitement, en sachant qu'ils sont de toute façon inférieurs à ceux qui sont estimés. Depuis les années 2018, on commence à noter la part des enfants qui présentent une tuberculose multirésistante et qui sont donc placés sous traitement. On le voit apparaître ici, mais on peut voir une augmentation, là aussi constante ces dernières années, du nombre de personnes avec tuberculose multirésistante placées sous traitement, mais avec la différence, le déclin qu'on a noté récemment avec la pandémie de Covid. Au niveau de l'issue de traitement, donc on parlera après des différents traitements utilisés, mais de manière générale, en sachant que depuis 2012, sur cette diapositive, on utilisait classiquement les régimes de 18 à 24 mois, longs, compliqués, avec des injectables, etc. Donc il y avait un gros problème d'acceptabilité du traitement, de gens qui l'arrêtaient entre-temps, qui ne finissaient pas, qui passaient à la chronicité. Donc on avait un taux de succès qui était assez faible, aux alentours de 50%, 1 sur 2, mais on a vu ce taux de succès augmenter jusqu'à peu près 58% de manière mondiale au cours des années, avec cependant un taux d'échec à peu près à 10-15% important et qui reste à peu près le même, et un taux de perdu de vue lié surtout à la longueur du traitement et au problème d'acceptabilité des traitements. Un traitement avec du prothionamide et de l'éthionamide, ça fait vomir, tripes et boyaux, les gens arrêtent, ils en ont marre, etc. Donc là, le problème de l'acceptabilité du traitement a joué un rôle important. Si on regarde selon les régions, l'issue de traitement est plus ou moins bonne selon l'endroit d'où l'on parle dans le monde, avec une réussite de traitement qui est la plus importante en la région Méditerranée et dans la région européenne, si je vois bien. Non, la région européenne, elle est en bas, et la région Afrique. Mais on voit encore un taux important de perdu de vue, surtout
région Pacifique et dans la région des Amériques. Voilà, où il y a à peu près 20-30%. Je suis désolé, mais je ne vois pas bien les diapositives d'ici. Donc, là encore, on voit la place que peut avoir un nouveau traitement qui permettrait d'être beaucoup plus efficace, de maintenir les gens sous traitement, donc raccourci dans la durée, avec une meilleure tolérabilité des médicaments utilisés. Alors c'est là où ça a beaucoup changé ces derniers temps. Je vous ai mis ici toutes les recommandations, les lignes directrices de l'OMS depuis 1996. Donc comme vous voyez, il y en avait à peu près tous les 4 ans, 6 ans, il y avait des nouvelles recommandations, mais elles se sont accélérées depuis 2018. On en a une en 2018, 2019, 2020 et récemment en mai de cette année, une nouvelle directive. Alors que disent-elles ? D'abord, il y a 2 ans, on a changé la classification des médicaments, dont je ne vais pas m'étendre dessus. Mais ce qui se passe surtout, c'est qu'on a décidé, l'OMS a décidé d'arrêter les médicaments injectables, qui étaient principalement l'amicacine ou les aminoglycosides, et qui étaient avec un problème de forte toxicité cochléenne, l'audition et toxicité rénale, et ce qui a permis aussi d'améliorer la capacité pour les patients de prendre le traitement. Ils n'avaient plus l'obligation de venir se faire une injection au centre de santé, et ça a permis de commencer à raccourcir un peu le traitement. Donc les options ont nettement changé avec le fait d'avoir un traitement qui est complètement oral, donc fin des injections, une faisabilité, une tolérabilité augmentée aussi. Les signaux essentiels étaient envoyés, c'était passer au traitement oral et surtout assurez-vous que vous donnez bien le traitement en fonction des résistances présentées par le patient. Donc faites les tests de manière à bien savoir le scope des résistances présentées par le patient. Donc depuis 2 ans, ce que l'OMS disait, c'est utiliser si possible le traitement à base de bédaquiline, donc ce nouveau traitement apparu en 2013 qui a vraiment révolutionné le traitement de la tuberculose multirésistante, un médicament un peu particulier, il a une demi-vie extrêmement longue de plus de 2 mois, il a un problème de potentiel cardiotoxicité, etc. Mais il a une tolérabilité quand même extrêmement bonne. Et ça a permis de commencer à passer à des traitements qui sont nettement plus courts, donc meilleure capacité de pouvoir donner le traitement et de faire suivre par le patient, une meilleure adhésion au traitement par les patients. Et ces traitements oraux ont été généralisés dans le cadre de la tuberculose multirésistante. On a diminué donc de 18-24 mois à 12 mois, puis à 9 mois. De manière intéressante, il y a 2 ans, il y a eu cette publication dans le New England Journal of Medicine d'un essai qu'on appelait NICS Trial. C'était un drôle d'essai dans la mesure où c'était un bras unique, c'était plutôt une cohorte observationnelle qu'un essai. Et ce sont des patients ultra résistants qui ont été traités par une combinaison de 3 médicaments, reposant là encore sur la bédaquiline qui est devenue depuis 2013 vraiment la clé du traitement de la tuberculose multirésistante, mais avec une autre molécule, le prétomanide, et le linezolide, donc une oxazolidinone et un nitroimidazole. L'inozolide est un traitement qui est connu, mais qui n'est pas, selon les critères de régulatoire, utilisé pour la tuberculose. C'était surtout pour les problèmes de septicémie à gramme moins, mais qui est très efficace, mais qui est un médicament qui donne de gros problèmes de tolérance, surtout des polyneuropathies, des problèmes de toxicité médulaire, etc. Donc, ce qu'ils ont obtenu dans cette cohorte, sur à peu près il y avait 120 personnes, si je me souviens bien, c'est un taux de succès très important, plus de 80%. 80% des patients ont quand même dû changer de traitement en cours de route à cause de cette toxicité neuropathique et médulaire. Mais ont pu reprendre un traitement. Mais comme c'était la première fois qu'on traitait des gens pour une tuberculose ultra résistante avec un traitement de cours de 6 mois et avec 3 nouveaux médicaments, l'OMS a regardé ça et a dit, bon, c'est une alternative intéressante, mais à utiliser en faisant attention que, on s'assure que la tuberculose est effectivement ultra-résistante, donc on fait tous les tests, d'une part, et en plus, on se place quand même dans une situation de recherche opérationnelle dans la mesure où il faut suivre le patient, être vigilant, avoir une structure de pharmacovigilance importante en place. Bon, donc ça c'était il y a 2 ans, et c'est donc été déclaré comme étant une possibilité alternative sur les tuberculoses ultra-résistantes. Possibilité alternative qui a été prise vraiment adoptée par beaucoup de pays ou confrontés à ce problème, en particulier en Afrique du Sud. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2022, donc la tendance s'est accélérée, on a eu des nouvelles données, venant de plusieurs lieux,
le programme national de lutte contre la tuberculose d'Afrique du Sud a commencé à collectionner de manière systématique toutes les données sur les patients qui mettaient sous traitement et ont testé des nouvelles combinaisons de traitement. Et surtout, il y a un essai qui a été mené par Médecins sans frontières Belgique, si je me souviens bien, ou Luxembourg, enfin, c'était pas ici, et qui s'appelle le Practical. Pardon? Hollande, excusez-moi. Merci. Merci bien. L'essai Practical qui a testé une combinaison de reprenant le noyau Bépal, donc bédaquiline, prédominant isolide, et associé l'amoxifloxacine, avec des résultats qui sont extrêmement intéressants, pas encore publiés, mais dont l'OMS a eu connaissance. Et enfin, le traitement Bépal, la combinaison des 3 médicaments, a été testé, là aussi une publication dans New England, avec des doses moindres, de manière à voir si on pouvait diminuer les problèmes d'acceptabilité et surtout de tolérance en diminuant les neuropathies et les problèmes de toxicité médulaire. Là-dessus, toutes ces données ont été revues vraiment de manière large. J'ai eu la chance de faire partie du groupe d'experts qui a revu ces données. Elles sont absolument passionnantes. Et elles ont permis de faire la recommandation suivante que maintenant, on va utiliser ce régime de cette combinaison de 4 médicaments, donc en suivant l'essai practical, et maintenant recommandé comme étant un traitement utilisé de manière programmatique dans le traitement de la tuberculose multirésistante, à condition qu'on s'assure que les patients, bien sûr, sont véritablement MDR-TB. Ils n'ont pas de résistance au quinolone, mais ils n'ont pas de résistance non plus à la bédaquiline, et ainsi que prétomanide et linezolide, n'est-ce pas? Et ça, donc ça, une fois que c'est adopté, ça c'est une recommandation dite accélérée, donc on attend les directives, les guidelines définitives qui normalement auraient dû être publiées ces mois-ci. Et donc ça change vraiment la donne pour le traitement à tuberculose résistante. Le même noyau, moins l'amoxifloxacine, est toujours recommandé pour les tuberculoses ultra-résistantes, vu qu'il y a la résistance au quinolone. Donc ça paraît intuitivement un peu étrange, mais c'est comme ça actuellement que c'est proposé. Donc une combinaison de 4 médicaments avec l'amoxy pour les tuberculoses multirésistants qui ont gardé la sensibilité au quinolone et aux autres médicaments qui qualifient l'ultra-résistante, et Bépal pour les autres. Avec en insistance sur le fait que ça doit être toujours comment dire, de manière substantive, de manière concrète, on doit avoir, excusez-moi, je cherche mes mots, ça doit être légitimé par des tests de susceptibilité. Voilà. Donc ça, c'est le nouveau traitement BEPAL-BEPA-LM qui est représenté maintenant comme étant le type de traitement le plus favorisé par l'OMS. Et en fait, on en arrive à cette notion qui est importante et j'ai essayé de représenter ici, c'est que de plus en plus, par rapport aux tuberculoses multirésistantes, on se dirige vers un traitement qui est individualisé. Donc, on s'échappe de la notion qui avait prévalu jusque dans les années 2000, voire 2010, qui était d'avoir une espèce de traitement standard qu'on appliquait de manière généralisée, ce qui facilitait le fait de pouvoir avoir les supplies, les approvisionnements, etc., mais vers un traitement qui est maintenant substantivé objectivé par les tests, puisqu'on a accès à des tests de plus en plus fins. Donc voilà, alors les défis qui nous restent, excusez-moi, je vois qu'elle est restée en anglais. Donc il y a toujours ce problème d'accès au diagnostic et au traitement. Il faut que ces nouveaux médicaments qu'on a mis en place maintenant soient le plus possible accessibles aux patients. Pour cela, il faut bien sûr que les tests de résistance, et comme je vous l'ai montré avant, soient accessibles au plus grand nombre. Donc il faut qu'on dépasse les 70% de gens qui ont accès à Expert dans le monde pour arriver à 90, 95, si possible 100%, et favoriser l'accès aux autres traitements, aux autres tests de sensibilité. Et il faut que tout ceci soit accompagné d'un ce qu'on appelle un traitement centré sur le patient, avec tous les moyens possibles de soutenir le patient dans sa prise de médicaments, parce qu'on reste quand même du 6 à 9 mois, donc avec toutes les stratégies possibles de surveillance et de soutien à l'adhésion au traitement. Voilà, donc en gros, c'était ce que je voulais vous dire sur la tuberculose multirésistante, et avec cela, je vous remercie de votre attention.
Donc, merci beaucoup pour ces actualités sur la tuberculose multirésistante, actualité épidémiologique et pharmacologique. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Deux petites questions, parce que je peux faire deux petites questions. La première question, Christian, en fait, l'un des soucis, c'est le fait que ces dernières années, on ait des chiffres, en tout cas dans certaines régions, qui ne soient pas positifs en matière d'incidence de tuberculose et de tuberculose résistante. Et ces chiffres, en fait, s'étaient déjà dégradés avant même la pandémie de SARS-CoV-2. Hein. Donc, certes, il a pu y avoir une dégradation avec la pandémie de SARS-CoV-2, mais il s'était déjà dégradé auparavant. Est-ce qu'on a une explication un peu fine de cette dégradation des chiffres en matière d'incidence et de mortalité de la tuberculose, premièrement? Et ma deuxième question, qui n'a rien à voir, en matière de coûts, pour ce qui concerne les tuberculoses résistantes, de coûts global, thérapeutique et diagnostic, est-ce qu'on a pu faire des progrès à travers les différents outils qui existent pour faire baisser les prix? Oui, très... Bon, vaste question. Je réponds tout de suite à la deuxième par rapport au problème de coût. Le traitement de la tuberculose sensible, avec les 6 mois de traitement, c'est complètement passé dans les normes. C'est des génériques, c'est des médicaments qui ne coûtent pas cher. On traite un patient pour 20 $ pour les 6 mois. Dès qu'on parle de tuberculose multirésistante, ça change. Les premiers traitements ont monté à 2000 $, 2500 $ pour le traitement entier. À l'époque, on traitait avec 18 à 24 mois. Grâce à ce qu'on appelle le GDF, le Global Drug Facility, qui est une organisation qui est mise en place à Genève, qui fait des commandes groupées de génériques qui vont tester, industries de génériques qui sont testées, pour être sûr qu'il y a toutes les bonnes pratiques de fabrication. On a réussi à faire baisser ce prix à peu près à 1500 $ par traitement, en gros. Le problème est venu de l'introduction des nouveaux médicaments tels que la bédaquiline. La bédaquiline, qui encore maintenant représente donc le noyau du traitement, quand elle a été mise sur le marché par Janssen, Johnson & Johnson, a été mise sur le marché à la bagatelle de, si je me souviens bien, 6 000 $ par traitement, en plus du traitement de la tuberculose multirésistante. Bon, comme ils ont vu que les agences, surtout les activistes, comment on dit, oui, les associations de patients et communautaires ont commencé à parler un peu fort. Ils ont proposé un système de gradation. C'est-à-dire, on dit, bon, très bien, alors on va vendre seulement à 1000 $ le traitement pour les pays les plus pauvres, 2000 pour les pays un peu moins pauvres, et on reste 6000 pour les pays qui peuvent l'offrir. Ça n'a pas trop mal marché, mais ça n'a pas marché de manière très efficace parce qu'il y avait encore le problème que les gens étaient un peu hésitants à l'utiliser. C'est longue vie, toxicité cardiaque, etc. Et puis finalement, le Fonds mondial principalement, mais PEPFAR, etc., ont commencé à financer de manière très importante cette bédaquiline, ce qui fait que les programmes n'ont plus eu à l'acheter. Ou alors des programmes très malins comme les gens d'Afrique du Sud qui ont été carrément, eux, négociés avec Janssen en disant, écoutez, nous, on contribue à vous donner plein d'informations pour vos données régulatoires, mais ils ont négocié encore un prix diminué. Donc, il y a cette capacité pour les pays d'accéder maintenant à des programmes qui ne soient pas excessivement chers, mais en sachant qu'ils le font avec une aide importante de la part de fonds tels que le Fonds mondial, etc. Donc il y a toujours un problème d'accès. Et comme tu le disais, il y a aussi le problème du diagnostic. Expert coûte beaucoup plus cher que le Ziel-Nielsen ou avec le système de culture avec Lowenstein Janssen, qui coûte pas trop cher, mais qui est surtout très long. Donc là aussi, ça légitime les problèmes d'accès. Enfin, ça explique les problèmes d'accès. Donc là aussi, les financeurs qui contribuent à la lutte contre la tuberculose travaillent beaucoup sur cet accès au diagnostic et au traitement. Mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Le fait de diminuer le traitement à 6 mois, bien sûr, améliore les coûts dans la mesure où les patients sont
moins longtemps sous traitement, donc avec tous les coûts indirects qui sont diminués, mais ça ne compense pas le fait que ça reste des médicaments très chers. Alors pour revenir à ta première question, c'est un peu plus compliqué parce que globalement, on a bien vu une diminution d'incidence et ça, elle est vraiment constante à moins 1,4% pour la tuberculose dans le monde et ça, c'est depuis 2005. Avec une augmentation des cas notifiés, donc ça vraiment, ce qu'on espérait, c'est d'arriver à un moment donné où ces courbes se rejoignent, c'est-à-dire qu'on était sûr que tous les cas existants étaient diagnostiqués et mis sous traitement. Et on remarque qu'avec l'épidémie de Covid, les cas estimés sont repartis en hausse et les cas notifiés sont baissés. Pour la tuberculose multirésistante, on n'a pas eu de données en 2020. C'était extrêmement compliqué, donc il y a une estimation mais très approximative. Mais on était en gros sur, là aussi, une espèce de diminution sur les taux de nouveaux cas estimés, mais c'était toujours aux alentours de 400-450 000 nouveaux cas par an. Mais ce qui est surtout frappant, c'est l'hétérogénéité, qui est extrêmement importante de ces cas de tuberculose multirésistante. Selon les pays, et au sein des pays, dans les pays tels que la Chine, tels que l'Inde, etc., et avec des variations importantes sur les capacités qu'on a d'aller vers ces cas, de les diagnostiquer et de les mettre sous traitement. Donc la situation est un peu compliquée, mais en gros, disons que la tendance, c'était vraiment une diminution très très lente de la tuberculose. Mais avec, encore une fois, beaucoup d'hétérogénéité qui, avec les cartes rebattues maintenant avec l'épidémie de Covid. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, une dernière question par le professeur Bouchot. Oui, j'avais une question par rapport au GeneXpert, puisque vous avez insisté sur son accessibilité. Et ce matin, on a beaucoup parlé de transversalité. Où en est la stratégie, je dirais presque la philosophie de l'OMS ou des bailleurs de fonds de façon générale, sur la mutualisation de ces appareils avec d'autres pathologies, à la fois entre guillemets pour rentabiliser l'investissement et à la fois pour qu'il y ait une seule machine pour gérer plusieurs axes verticaux et rejoindre donc toute la transversalité. Ah oui. Ben là, vous avez complètement raison. C'est un des paradoxes terribles qu'on a pu constater, c'est que le Fonds mondial qui finance le VIH-Sida, les programmes VIH-Sida, donc, demande d'avoir assez des experts. Dans le soutien au programme tuberculeux, il y a des accès à des experts, etc. Et on se trouve dans une situation que vous décrivez très bien d'une sous-utilisation des machines. Alors, où on en est, c'est un problème dont je sais que nos collègues du Fonds mondial sont parfaitement conscients, que ça fait partie maintenant des demandes sur lesquelles le Fonds mondial insiste dans les nouvelles demandes d'allocation, sur le fait d'essayer de mutualiser au maximum. Je ne peux pas en dire plus parce que je ne connais pas, donc je m'aventurerai dans un endroit que je ne connais pas, ce qui n'est pas bon, mais ce que je sais, c'est que au moins de la part du Fonds mondial et je pense de la part d'autres bailleurs, il y a cette requête maintenant sur le terrain d'essayer, comme vous dites, de mutualiser au maximum les machines existantes. Ok, merci beaucoup. Merci bien.